l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Bonjour à tous, il est 7h et bienvenue dans Bonjour Omerta. Depuis plusieurs années, et notamment à travers le conflit russo-ukrainien, de nombreux discours, tous très différents, traversent les médias et la population française ne sait plus où donner de la tête pour bien s'informer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Slobodan Despot, créateur de Antipresse, avec qui j'aborde aujourd'hui la question de la guerre d'information, 10 ans après la création de son hebdomadaire. Monsieur Despot, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Julie. Alors si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour parler ensemble de l'anniversaire de Antipresse, que vous allez nous présenter juste après, que vous avez donc créé il y a 10 ans. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point, justement nous rappeler, et pour ceux qui ne connaissent pas, présenter en quoi consiste Antipresse et comment vous est venue l'idée de ce projet? Alors, nous avons eu beaucoup de peine pendant longtemps à nous définir vraiment. Nous aimons parler de nous-mêmes comme d'une chronique de la vie humaine au temps des robots. C'est une vaste entreprise, je dois dire, 10 ans, de recherche de sens de l'époque. Ça fait donc 525 semaines maintenant que nous publions chaque semaine, tous les dimanches matins, notre revue, puisque c'est une revue écrite. Nous ne sommes pas vraiment dans l'audiovisuel, nous n'avons pas fait ce virage, et c'est à dessein, c'est intentionnel, parce que nous estimons que lorsqu'on doit analyser les choses à fond, et pour ne pas trop accaparer l'attention des gens qui veulent s'informer, le meilleur moyen, c'est encore de leur proposer du matériel écrit, qu'ils peuvent feuilleter, archiver, annoter, etc., et donc, depuis 2015, depuis la fin 2015, nous proposons chaque semaine notre grain de sel, notre vision sur les événements en cours, sur notre chronique de la vie humaine. C'est un modèle qui est assez particulier puisque l'Antipresse est conçu comme une sorte de livre qui s'écrit de semaine en semaine, avec des articles qui sont connectés entre eux comme une sorte de système neuronal, ce qui nous permet d'écrire de manière assez concise sur des sujets complexes parce que nous avons toute une base de réflexion antérieure. Et donc nous le diffusons, comme vous le savez, en 4 formats: texte, PDF, EPUB, on peut même lire sur les liseuses, et puis le format audio. On a un podcast de tous les articles de fond chaque semaine. Tout cela est fait pour vraiment approfondir la réflexion, pour prendre du recul sur les événements. Le plus souvent, même nous laissons passer une semaine quand il y a quelque chose d'important qui se produit pour laisser décanter les choses et revenir quelquefois sur les commentaires eux-mêmes, parce que les commentaires sont quelquefois aussi intéressants que l'événement en soi. Et puis évidemment, depuis le début, moi-même, ça faisait partie de mes préoccupations de longue date. Je suis témoin et en quelque sorte victime de la guerre en Yougoslavie, dans laquelle j'ai été impliqué. J'ai été l'éditeur de gens comme Alexandre Zinoviev, qui a vraiment fait une grande réflexion sur le totalitarisme moderne et pas seulement en Union soviétique, ou comme des gens comme Theodor Kaczynski, donc Unabomber, qui lui a fait une réflexion, tout en étant terroriste, sur la modernité en soi, la société industrielle. Et évidemment, tout cela nous mène au confluent de toutes ces idées à l'étude de la manipulation des esprits comme technique, au fond, de gouvernement moderne. Nous nous situons complètement en dehors à la fois de la politique et de la rhétorique démocratique, parce que nous pensons que la politique et la rhétorique démocratique n'ont plus rien à voir, n'ont plus aucun impact sur la manière dont cette société est gouvernée. Justement, l'objectif premier d'Antipresse, finalement, est-ce que c'est d'informer différemment, de désintoxiquer les lecteurs, ou de déconstruire un discours dominant, d'avoir un discours qui se démarque des gros médias qu'on peut voir chez nous? Alors, effectivement, on
on l'a dit depuis le début. Au début, c'était presque une blague. Nous étions deux, avec un ami qui a quitté le projet très tôt. Nous envoyions à tous nos contacts une lettre hebdomadaire. C'était avant même que Substack n'existe. Nous avions une lettre hebdomadaire que nous envoyions à tous nos contacts, avec un point de vue toujours un petit peu décalé sur des événements qui faisaient l'objet du consensus médiatique, en gros, de ce que j'appelle les médias de grand chemin, n'est-ce pas? Et euh, la déconstruction était souvent humoristique, souvent un petit peu sardonique, un peu littéraire. Nous aimons à faire référence au fond, à notre patrimoine culturel, philosophique, littéraire commun européen, qui nous permet de prendre la distance nécessaire par rapport à toutes ces idéologies nouvelles et à toutes ces techniques d'accaparement des esprits nouvelles, et de nous rappeler que tout ce que nous vivons aujourd'hui, quelqu'un l'a déjà vécu. Ça nous donne un certain recul et un certain calme face aux événements. Et puis là maintenant, au bout de 10 ans, pour la première fois, je dois le dire, euh, c'est la première fois que nous sortons dans le public en quelque sorte, parce que l'Antipresse est une revue sur abonnement. On ne peut s'abonner que pour 1 an au minimum. Donc ça demande un engagement du lecteur. Et puis là maintenant, ben, vous voyez, puisque c'est l'objet de notre rencontre, on a sorti un bouquin, vous voyez, euh, une chronique de la décennie 2015-2025 avec un choix de 80 articles environ sur 350 pages qui sont représentatifs à la fois de l'époque que nous avons traversée et de la manière dont nous l'avons traité à l'Antipresse avec toute notre polyphonie de voix et notre humour un peu particulier. 80 articles, ce n'est, figurez-vous, que juste un tout petit peu plus d'1% de tout ce que nous avons écrit depuis 10 ans. Donc, il y aurait pour 4 ou 5 volumes Pléiade, 6 volumes Pléiade de chroniques de l'époque dans les archives de l'Antipresse. C'est vous dire si le projet est vaste et si nous avons essayé de tout couvrir. Euh, c'est, c'est, c'est au bout de tout ce temps qu'on se rend compte de la signification de ce qu'on a fait. Alors que nous sommes une usine de sens, le producteur de sens lui-même ne comprend pas toujours le sens de son propre engagement jusqu'à ce que ça lui éclate à la figure, comme c'est le cas maintenant avec ce livre. Il y a un événement d'ailleurs que vous avez aussi beaucoup traité, qui a démarré quasiment en même temps du coup que Antipresse, c'est la guerre en Ukraine. Oui. Et en quoi justement les événements de ce qui se passe en Ukraine ont-ils confirmé ou bousculé votre intuition de départ en créant Antipresse? Alors, vous voyez, la guerre d'Ukraine a eu un prototype ou une répétition générale, un antécédent, de même que, mais ça c'est un autre sujet, mais c'est tout à fait lié dans le traitement dans les stratégies de manipulation. La guerre d'Ukraine a eu un antécédent dans la guerre en Yougoslavie. D'ailleurs, Ukraina, c'est le même mot que Krajina, donc la région de la Croatie actuelle qui a été l'enjeu de la guerre des années 90 en Yougoslavie. Ukraina, ça veut dire les confins. Et là, nous sommes aux confins de l'Europe, dans des zones en quelque sorte tectoniques. Et l'autre événement qui avait son antécédent, c'était la crise, ce que nous appelons nous la pandystopie de 2020, qui était en fait une répétition de ce qui s'est produit en 2009 mais qui a avorté en 2009 avec le début de pandémie, de panique mondiale autour du H1N1, qui finalement n'a rien donné. Donc, on voit qu'il y a des modèles qui se répètent. Concernant l'Ukraine spécifiquement, personnellement, comme je suis traducteur du russe, je parle russe, je connais assez bien la culture russe, je suis souvent en Russie. J'ai été frappé depuis toujours par le manque d'intérêt du monde occidental, surtout de l'officialité occidentale et des journalistes, pour la Russie. On n'a pas envie de savoir comment la Russie pense, qu'est-ce qu'elle veut, quels sont ses besoins, quelles sont ses valeurs, etc. Vous voyez, par exemple, euh, je saute du coq à l'âne, mais je vous donne un exemple. Lorsque, dans ces récentes discussions concernant un possible traité de paix en Ukraine,
il a toujours été question de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Dans tous les projets d'accords de paix fabriqués par les Occidentaux, dernièrement les Américains, y compris, et jusqu'à Minsk d'ailleurs, il a toujours été question de garantie de sécurité pour l'Ukraine, notre allié occidental, l'Ukraine. Mais jamais on évoque de garantie de sécurité pour la Russie. C'est comme si la Russie n'existait pas, si elle n'avait pas ses propres besoins, ses propres craintes. N'importe quel pays, surtout une grande puissance, a des zones d'influence, des préoccupations pour sa propre sécurité, surtout quand vous êtes nucléaire. Et le fait qu'on n'en parle pas en Occident, le fait que, par exemple, en décembre 2021, les Russes, le président Poutine, aient dû écrire une lettre très solennelle à l'OTAN et au gouvernement américain pour dire « discutons maintenant tout de suite, de la nouvelle architecture de sécurité en Europe avant que ça dégénère », et le fait que cette lettre a été simplement jetée à la poubelle, ignorée avec mépris, aussi bien par Bruxelles que par Washington, vous dit tout. Il faudra bien un jour qu'on se mette à table et qu'on prenne cet interlocuteur là-bas à l'Est pour ce qu'il est, c'est-à-dire une grande puissance européenne et mondiale. C'est pas une station-service avec des bombes atomiques comme aiment à l'appeler les néoconservateurs américains, et c'est pas une zone barbare. S'il n'y avait pas les Russes, on n'aurait même pas le tableau des éléments, vous voyez. Vous insistez aussi très souvent sur la notion de guerre de l'information. Justement, en quoi le conflit en Ukraine est-il justement, selon vous, un cas de manipulation narrative à grande échelle? Vous savez, de nouveau, moi j'ai cette expérience sur laquelle j'ai beaucoup écrit des années 90, donc de la première vraie guerre en Europe après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été féroce, et on voyait très bien comment l'information ou la désinformation se mettait en place. On le voyait quand on connaissait le fond de l'affaire, quand on avait du recul. Si on ne l'avait pas, on ne voyait rien. Le regretté Vladimir Volkov, qui était un écrivain et un essayiste remarquable spécialisé dans la guerre froide, disait que la guerre de Yougoslavie était un cas d'école de désinformation. Je vais pas faire ici un cours, mais ce qui est à retenir pour l'Ukraine, c'est que vous pouvez complètement infléchir la perception d'un conflit en découpant, en segmentant votre récit pour commencer à l'endroit qui vous convient. L'Occident, depuis 2022, officiellement, partout, répète que, dit que l'Ukraine est la victime d'une invasion non provoquée, unprovoked, comme disent les Américains, les Anglo-Saxons, d'une invasion non provoquée par la Russie. Comme si la Russie avait décidé un jour, tout simplement, d'occuper l'Ukraine parce qu'elle avait faim. Elle avait envie d'occuper l'Ukraine. Comme elle aurait, dit-on, l'envie d'occuper l'Estonie qui est en train de vouloir casser ses voies de chemin de fer pour empêcher les Russes d'entrer. Enfin, c'est de la folie. Donc, si vous faites commencer le récit en février 2022, vous avez effectivement une histoire d'invasion arbitraire, un peu comme les Américains qui vont faire le ménage en Amérique du Sud, mais ça, personne ne leur en veut. Mais si vous faites commencer l'histoire un peu plus tôt, si vous faites commencer en décembre 2021, vous savez, vous rappelez que les Russes ont proposé de régler pacifiquement les problèmes de sécurité de cette région. Si vous remontez à 2015-2016, vous vous rappelez que les accords de Minsk, qui étaient censés résoudre le problème de la minorité russe, en particulier menacée dans l'Est ukrainien, ces accords de Minsk n'étaient pas vraiment appliqués, que les puissances garantes de l'application de l'accord de Minsk, la France et l'Allemagne, n'ont pas fait leur travail, et qu'en plus, leurs dirigeants, M. Hollande et Mme Merkel, ont avoué publiquement que ces accords étaient juste de la poudre aux yeux des Russes. Ensuite, vous remontez encore un tout petit peu plus haut, vous avez un coup d'État. Vous avez un coup d'État en février 2014 en Ukraine, donc le putsch du Maïdan, qui est raconté ici encore aujourd'hui en Occident comme une insurrection populaire, ça ne l'était pas du tout.
Les Américains ont reconnu eux-mêmes avoir investi des milliards dans le renversement du pouvoir élu de Yanukovych à l'époque, qui était corrompu, mais enfin ça va de soi. Celui qui a suivi ne l'était pas moins. Donc, si vous segmentez votre récit de manière adéquate, ben vous obtenez des histoires tout à fait différentes. Ça fait partie c'est une des techniques de manipulation, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et est-ce que c'est pour ces raisons aussi que Antipresse a adopté un ton et une grille de lecture très différente des médias dominants? Qu'est-ce qui, selon vous, a rendu nécessaire en fait cette dissidence médiatique immédiate avec le début de la guerre en Ukraine notamment? Alors, quand vous dites dissidence médiatique, j'aime beaucoup l'expression parce que il y a plusieurs manières de l'envisager. Le plus souvent, on envisage la dissidence médiatique d'une manière un peu, comment dire, évidente, un petit peu tautologique, c'est-à-dire nous prenons le contre-pied de ce que disent les médias dominants, les médias de grand chemin. Donc, s'ils disent blanc, nous allons dire noir. Mais nous ne nous interrogeons pas sur les conditions de la production de l'information. Nous, par exemple, notre dissidence ne consiste pas à être forcément contre le mainstream médiatique. Quelquefois, nous ne sommes pas contre le mainstream médiatique. Mais notre dissidence consiste à prendre énormément de recul sur les événements, à les intégrer à un contexte culturel, civilisationnel, historique, littéraire, cinématographique. Parce que la réalité est un tout. Les Américains, par exemple, n'auraient pas pu entretenir le mythe de leur invincibilité, n'auraient pas pu faire croire à la majorité des Européens que ce sont eux qui ont vaincu l'Allemagne nazie durant la Deuxième Guerre mondiale sans le cinéma américain. Or, vous le savez, en 1946, à la sortie de la guerre, la plupart des Français savaient que la guerre avait été remportée sur le front de l'Est et que c'était l'URSS qui avait battu les Allemands. Et un demi-siècle plus tard, c'était l'inverse, c'est-à-dire que la majorité croyait que c'était les Américains. Alors que les Américains, entre parenthèses, et leurs amis britanniques avaient, entre autres choses, bombardé les villes du nord de la France, et que ça a été effacé de la mémoire française. Vous voyez ? Malgré cette volonté, en fait, quand même, de vouloir justement créer En fait, vous ouvrez des possibilités pour que les gens puissent aussi s'informer plus comme ils veulent et non suivre un simple chemin qui leur est proposé. Mais malgré ça, certains ont quand même reproché à Antipresse, et comme à Omerta également et à d'autres médias, de prendre parti, de faire de la propagande russe. Comment est-ce que vous répondez à cette critique et où est-ce que vous placez la frontière entre justement engagement intellectuel, esprit critique, neutralité et tomber dans la propagande qui peut nous être reprochée? Mais vous savez, on est en train, en Europe de l'Ouest, de créer littéralement un délit d'information. Ce reproche revient à dire, par exemple, à un pronostiqueur du football, un connaisseur du football, tu n'as pas le droit de prévoir la victoire de Barcelone sur une équipe de 3e ligue. Parce que Barcelone est maintenant Barcelone est blacklisté. Je veux dire, vous faites une analyse concernant l'Ukraine. Vous faites une analyse. À partir du moment où les Russes disent que l'enjeu ukrainien est un enjeu vital pour la Russie, et comme en général ils disent toujours ce qu'ils font et ils font toujours ce qu'ils disent, les Russes, historiquement, on le sait. S'ils ont décrété que l'Ukraine était un enjeu vital pour eux, qu'ils sont la première puissance nucléaire au monde et qu'ils ont des moyens industriels considérables leur permettant de renouveler leur stock de chars, de missiles, etc., vous savez qu'ils ne peuvent pas perdre cette guerre. Vous le dites. Moi, le tout premier article de 2022, entre parenthèses, que j'ai écrit, donc 2022, avant que ça se déclenche, j'ai dit, selon moi, la Russie va être au cœur de nos préoccupations dans les années à venir. Et je l'ai dit pourquoi ? Parce que je venais de voir le rejet de la proposition de paix, disons, de négociation sur la sécurité, par l'OTAN et Washington. Et je me suis dit, ça, les Russes ne vont pas le laisser passer. Je m'attendais pas à ce qu'ils entrent en Ukraine. Je savais pas ce qu'ils allaient faire, mais je savais qu'ils allaient faire quelque chose. Donc,
Ce n'est qu'un pronostic, ce n'est qu'une analyse de situation. C'est-à-dire, on reproche aux gens, comme on reproche par exemple à Jacques Beau, on reproche à Jacques Beau d'être un connaisseur de la situation. On dit qu'il véhicule des thèses russes. Jacques Beau se fait un point d'honneur, et en plus c'est une précaution professionnelle, de ne citer que des sources occidentales. C'est notre propre information que nous censurons en disant que les gens ne doivent pas dire ceci ou cela. Donc le problème, c'est pas l'antipresse, c'est pas Omerta. Le problème, c'est le système lui-même qui est en train de casser les baromètres partout où il peut pour ne pas se confronter au réel qu'il fuit. C'est là qu'est le problème. Bah justement, pour clôturer un petit peu cet entretien, si vous prenez du recul sur les années précédentes, est-ce que vous pensez que Antipresse avait vu juste dès le départ? Et selon vous, qu'est-ce que cette guerre en fait a révélé de plus inquiétant sur nos sociétés, nos médias et notre rapport à la vérité justement? Ah. Alors oui, je vais vous dire oui, on a vu juste, mais malheureusement, c'était pas difficile. Franchement, c'était pas difficile de voir juste, parce que déjà à l'époque, euh, les- la- il était évident que l'Occident était gouverné, et piloté par des gens qui n'étaient pas à la hauteur, qui ne comprenaient rien aux situations, qui n'avaient aucun recul. Je veux dire, que la France ait aboli le Quai d'Orsay, c'est quand même quelque chose d'important. La diplomatie, c'est quand même les antennes des pays. Si vous cessez de faire de la diplomatie, si vous ne faites que des sanctions, ben vous n'avez même pas de compréhension du terrain. Il n'y a plus rien. Donc, c'était pas difficile de comprendre depuis le début que une partie au conflit ou une partie à la discussion qui s'aveugle en permanence sur le réel, eh ben elle va pas s'en sortir. Elle va perdre. Et l'Occident est en train de perdre, mais alors, je veux dire, historiquement, dans cette affaire, parce qu'il n'a pas voulu voir le réel. Donc, les enseignements de cette guerre, évidemment, c'est ça qui est le plus important. C'est les enseignements. Je veux dire, à la rigueur, la guerre d'Ukraine, c'est une guerre entre Slaves qui va se terminer probablement assez vite. Euh, c'est un massacre de Russes et de presque Russes. Hein. Ce sont des peuples très proches. Mais pour nous, d'abord, à mon avis, cette guerre aura montré, comme d'autres événements, mais cette guerre en particulier, aura montré à quel point l'information que nous recevons est inadéquate. Elle est extrêmement superficielle et orientée. Ensuite, elle aura montré à quel point les élites dirigeantes sont agressives. Et cette agression, c'est pas à l'égard de la Russie. Cette agression, c'est à l'égard de leur propre population. Parce que quand on vous prend vos impôts pour financer un pays en guerre, sans même vous expliquer pourquoi, on dit l'Ukraine défend nos frontières, c'est absolument faux. On ne peut pas avoir une Russie qui, soi-disant, piétine en Ukraine et qui serait prête à rouler sur Berlin et sur Paris. Je veux dire, il faut choisir. C'est une complète fiction. Donc, cette agression avec les mensonges médiatiques, avec les mensonges politiques, avec la dépossession financière de nos pays, avec la rupture des voies d'approvisionnement énergétique bon marché, c'est une agression contre leur propre population qu'ils sont en train de perpétrer. Et tout cela est maintenu en place grâce grâce au seul secteur de la guerre où l'Occident est supérieur aux Russes et au reste du monde, c'est la guerre de l'information. Parce que tout est investi là-dedans. Les, les pertes colossales dont vous rendez compte dans Omerta, mais pas les autres, pas les médias de grand chemin, les pertes colossales de l'Ukraine sur le front du Donbass, et le fait que les troupes ukrainiennes se laissent enfermer dans ce qu'on appelle des chaudrons, c'est-à-dire des chausses-trappes où elles sont détruites, est dû uniquement au fait que Kiev a besoin de maintenir une fiction narrative sur la possible victoire de ses troupes, alors que cette possibilité n'existe plus depuis des mois. Depuis l'offensive ratée de 2023, il était clair, la contre-offensive ratée, totalement ratée de 2023, il était clair que c'était fini. Donc ça fait 2 ans qu'on prolonge inutilement un massacre absolu. Personne ne s'en rend compte. La population ne s'en rend pas compte en Europe de l'Ouest, de même qu'elle ne se rend pas compte
du détroussement dont elle fait l'objet elle-même, sans compter évidemment la censure, la limitation des droits, et Dieu sait ce qui va encore nous arriver, uniquement parce qu'on a réussi à lui mettre dans l'esprit une vision, une narration qui est impérieuse, qui est tyrannique et qui est fausse. Donc notre travail consiste aussi à non pas dire le contraire, mais à permettre aux gens de réfléchir par leur propre tête, prendre du recul et, comme disait Victor Hugo, qui était notre maître à penser lorsque nous avons lancé l'Antipresse, Victor Hugo disait il faut voir dans les choses plus que les choses. Et c'est comme ça que nous travaillons, modestement et sans trop de bruit. On fait pas du bruit, on fait du sens. Eh ben, parfait, on va terminer sur ces belles paroles alors de Victor Hugo. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé votre expertise. Et puis on espère vous recevoir une prochaine fois sur Omerta. Ah ben, je l'espère aussi. Bravo pour votre travail. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à l'année prochaine pour le retour des Bonjours Omerta. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, un joyeux Noël et une très bonne année. À l'année prochaine!